Bienvenue dans ce meet-up avec MariaDB. Et donc aujourd'hui, on va parler un petit peu de MariaDB et d'une architecture très particulière, Expand. Et donc, on va parler de SQL distribué et de l'évolution autour de ce fameux SQL distribué et voir un petit peu comment on peut le mettre en place. Alors, pour parler un petit peu de ce sujet-là, j'ai le plaisir d'avoir comme expert technique Sébastien Giraud, qui est ingénieur des solutions chez MariaDB. Bonjour Sébastien. Bonjour François, merci de m'accueillir parmi ce webinaire. Écoute, ça m'avait très très grand plaisir. Et alors, juste un petit rappel aussi avant que tu reprennes la main. Juste pour parler, c'est qu'on aura une suite à ce webinar. Donc, c'est le 30 juin prochain à 18h30 avec Max, donc un autre expert aussi, et cofondateur d'ailleurs de MariaDB, qui prendra la parole et donc qui va compléter un petit peu ce que tu vas dire aujourd'hui. En fait, il faut voir la session de ce matin comme une grande introduction technique et pour présenter un petit peu la solution Expand à celles et ceux qui nous suivent. Et la session du 30 juin à 18h30, c'est vraiment pour m'étendre un petit peu l'expérience. Je mettrai aussi dans le chat public tous les liens qu'il faut pour ce prochain webinar. Et je te laisse la main. Et je me mets en mute et j'interviendrai vraiment s'il y a besoin. Très bonne session à tout le monde. J'espère que tout le monde m'entend bien. Je laisse Sébastien la parole pour environ 1h, 1h15. Merci à tout le monde. Et Sébastien, je te laisse la parole. Merci beaucoup François. Avant toute chose, est-ce que vous voyez mon écran? Est-ce que tu vois mon écran, François? Est-ce que tout est correct? Pour moi, c'est bon. Ok, le son est bon, tout est bon, parfait. Donc, eh bien, bonjour à tous. Donc, avant toute chose, bienvenue à ce webinaire qui abordera les nouveautés intégrées dans le déploiement de MariaDB Expand. MariaDB Expand, c'est quoi? C'est tout simplement du SQL distribué qui va vous permettre l'évolution des charges de travail. Donc, comme l'a dit François, je suis Sébastien Giraud, ingénieur solution pour MariaDB. J'ai effectivement l'honneur de vous présenter ce webinaire aujourd'hui. Et donc, je vais vous proposer aujourd'hui de passer en revue, de regarder en détail qu'est-ce que cette nouvelle offre proposée par MariaDB qui s'appelle Expand, ce nouveau moteur. Je pense que ça vaut vraiment le coup de regarder bien en détail puisque c'est vraiment une solution qui va bouleverser complètement le marché de la base de données actuellement en proposant de nouvelles réponses, en fait, tout simplement. Donc, Expand, qu'est-ce que c'est? C'est une base de données que l'on veut relationnelle déjà, mais surtout universelle. Elle va permettre d'affronter tout type de charge de travail, partout, quelle que soit l'échelle. Et ça, j'insiste sur quelle que soit l'échelle. On va voir en détail durant ce webinaire qu'est-ce que MariaDB Expand vous apporte, vous propose. Et Expand, alors, très simplement, que ce soit dans votre propre data center, sur GCP, sur AWS, sur une machine ou sur 200 machines, MariaDB Expand est la réponse à vos besoins en termes de base de données transactionnelle. Le grand différenciateur de cette solution, c'est d'offrir une solution distribuée. Mais c'est une solution distribuée qui, à l'opposé des solutions dites NoSQL, ne fera pas l'impasse sur la persistance et la consistance des données. La notion d'éventuellement consistant n'existe pas sur MariaDB Expand. Mais malgré tout, cette solution offre une solution répondant aux besoins en écriture massive. Donc dans la prochaine heure, je vais vous présenter en détail cette nouvelle offre et je vais bien évidemment répondre à toutes vos questions, que ce soit durant le live ou éventuellement à la fin de la session. Alors, MariaDB Expand, c'est quoi? C'est un moteur SQL distribué. Quand on dit SQL distribué, on est sur un modèle relationnel. On est sur du transactionnel. Le transactionnel, c'est quoi? C'est assurer l'intégrité des données. C'est être certain que lorsqu'une transaction est committée, cette donnée va être persistée en base de données et restera présente. Pardon. C'est aussi la scalabilité. La scalabilité du NoSQL. Le NoSQL, Not Only SQL, MariaDB avec Expand vous propose
la scalabilité à la façon de des solutions NoSQL généralement proposées sur le marché. De cette façon, vous allez pouvoir bénéficier de toutes les lectures, toutes les écritures, de façon répartie sur l'intégralité de l'architecture Xpand, mais aussi, pas seulement les lectures et les écritures, mais aussi le stockage. Le stockage va lui aussi être réparti sur l'intégralité de l'infrastructure, vous permettant ainsi de diviser les tâches de travail sur différentes machines. On est vraiment sur l'exécution parallèle, du multi-parallèle processing, comme on pourrait dire, et globalement, on va avoir, d'une certaine façon, tous les avantages du sharding, sans les inconvénients. Puisque, généralement, une base qui va s'appuyer sur du sharding, il y aura quelques modifications à faire dans l'application pour bien prendre en compte les particularités du sharding. Là, en l'occurrence, MariaDB Xpand va vous proposer les avantages du sharding sans les inconvénients, puisque c'est un sharding qui est complètement automatisé, complètement intégré dans la solution. Donc globalement, pour faire simple, cette solution, c'est une solution totalement automatisée qui va vous permettre d'ajouter des nœuds au cluster, de supprimer des nœuds du cluster, exactement en fonction de votre charge de travail ou en fonction de vos différents besoins. Un point majeur aussi de cette solution, c'est que la distribution des données est automatique, mais pas seulement à l'insertion des données, mais aussi au fur et à mesure du fonctionnement de la solution. C'est-à-dire que si vos données évoluent, ou plus exactement le requêtage de vos données évolue, la distribution des données va pouvoir évoluer en temps réel pour permettre l'exécution répartie et de distribuer toutes ces données de façon optimale. Bien évidemment, ça va sans dire, mais il va encore mieux en le disant, la gestion des erreurs est bien évidemment intégrée dans cette solution et intègre et propose bien évidemment ce qu'on appelle le failover automatique. Tout ça est conçu, embarqué dans la solution, il n'y a aucun souci. Et enfin, pas de limitation sur le modèle de données, sur les requêtes, les jointures sont les bienvenues sur MariaDB Xpand. Alors ce que je vous propose, c'est de parcourir rapidement un petit agenda qui va nous permettre de parcourir ensemble l'intégralité des items que nous allons détailler ensemble aujourd'hui. Donc globalement, aujourd'hui, avant toute chose, je vais faire un petit feedback, un petit résumé sur qu'est-ce que MariaDB et plus exactement, qu'est-ce que MariaDB Platform. Ensuite, nous étudierons ensemble les challenges de la scalabilité auxquels nous devons tous faire face aujourd'hui. Nous passerons ensuite en revue le concept de SQL distribué. Et puis enfin, nous pourrons ensemble détailler, voir Xpand exactement ce qu'il en est, ce nouveau moteur, comment il fonctionne, quels sont les mécanismes internes et comment on a réussi à vous proposer cette solution, en fait, tout simplement. Et bien évidemment, en fin de webinaire, je pourrai répondre à toutes vos questions. Éventuellement, en fonction du déroulé, n'hésitez pas à me poser des questions dans la boîte Question and Answer. Je ferai de mon mieux pour tenter d'y répondre en live. Voilà. Alors, sans plus attendre, la plateforme. Qu'est-ce que cette plateforme MariaDB? Alors, déjà, avant de détailler la plateforme, qu'est-ce que MariaDB? Pour ceux qui ne le sauraient pas, je vais être très rapide, je vous rassure. MariaDB, c'est une base de données SQL communautaire, open source, qui est tout simplement l'œuvre, ou plus exactement, le parachèvement de l'œuvre MySQL. Michael Montevidenius, qui était à l'origine de MySQL, a souhaité poursuivre son œuvre à l'intérieur de MariaDB. Je tiens à préciser que Monty est bien évidemment toujours très présent, très actif, et participe très activement au code source de MariaDB. Il me semble que c'est quelque chose d'important à repréciser. Alors MariaDB, désormais, on vous propose plus qu'une base de données. On vous propose une plateforme. Cette plateforme est constituée d'un ensemble de briques qui vont être les briques suivantes. MaxScale, l'Enterprise Server, avec les différents moteurs de stockage, et Xpand. Avant toute chose, je me permets de détailler un peu plus MaxScale. Qu'est-ce que MaxScale? MaxScale, c'est un proxy de base de données avancé, intelligent. Comme vous savez peut-être déjà, MariaDB est une des rares bases de données, pour ne pas dire la seule, qui vous propose plusieurs moteurs de stockage. Quand je dis ça, bien évidemment, je vais détailler tout ça un peu plus en détail tout au long de cette première présentation. En fonction de vos besoins, mais aussi au fil de l'évolution de vos besoins, il vous sera possible de changer de moteur de stockage. Ainsi, adapter à l'application et aux nouveaux besoins le comportement de la base de données complète, en fait. Donc en premier lieu, MaxScale. MaxScale est avant tout un point d'entrée unique vers les serveurs de base de données et va ainsi permettre de masquer toute la complexité de l'architecture physique sous-jacente.
En complément, MaxScale va aussi vous apporter tous les bénéfices qu'un proxy filtrant va permettre de vous offrir. Alors, pas seulement un proxy filtrant, c'est un proxy qui va faire du filtrage, mais aussi du cache, comme un grand nombre de proxys web vont pouvoir le proposer. Là, en l'occurrence, MaxScale va faire un peu la même chose, il va faire du filtrage et du caching. Ceci afin de permettre de sécuriser l'infrastructure, mais aussi d'obtenir les meilleures performances. En apportant une couche d'abstraction à l'architecture globale, MaxScale va autoriser l'utilisation d'un cluster multinœud synchrone ou asynchrone, et ça de façon totalement transparente. Ceci permet aussi d'ajouter la haute disponibilité à la solution globale. Bref, pour rester bref, MaxScale va permettre de router les transactions, les filtrer, les réécrire, les masquer, les offusquer, que ce soit les transactions, mais aussi les requêtes. Il pourra aussi apporter du cache sur les requêtes, et ce cache pourra être partagé ou non. Il va de plus apporter de la très haute disponibilité aux solutions de type cluster, ceci en permettant une répartition de charge dynamique. Et un point qui me semble important de préciser, c'est que MaxScale intègre un moteur de supervision qui va lui permettre de s'assurer de l'état de l'intégralité des serveurs en temps réel et en permanence. Ainsi, il va être à même de pouvoir gérer les incidents qui pourront survenir, et ainsi, il va pouvoir gérer et traiter l'intégralité de ces incidents s'ils surviennent. De cette façon, si un nœud disparaît, prenons un cas typique, un nœud disparaît, qu'est-ce qui se passe? MaxScale va constater que ce nœud a disparu, et ainsi, il va rejouer les transactions qui ont été impactées, qui étaient en cours de jeu sur ce nœud, sur un autre nœud de l'architecture. Ainsi, même s'il y a eu un dysfonctionnement, même s'il y a eu une perte sur l'infrastructure, l'application ne verra absolument aucun dysfonctionnement. Comme vous l'aurez compris, MaxScale est une brique très importante de cette plateforme. Excusez-moi. Pardon. Donc, la solution MariaDB Platform est une solution qui intègre bien évidemment la solution MariaDB Enterprise Server. Alors, quand on parle d'Enterprise Server, d'aucuns diront, c'est pas la version communautaire. Alors, à ça, je réponds oui et non, en fait, très simplement. La version entreprise partage une partie du code en commun avec la version communautaire de MariaDB. Ceci en y ajoutant des fonctionnalités requises dans un contexte de production. D'une certaine façon, on va y venir plus en détail, la version communautaire de MariaDB est d'une certaine façon, j'ai tendance à dire personnellement, une version créée par des développeurs pour des développeurs. C'est pas négatif quand je dis ça. C'est une version qui va être ultra light, qui va fonctionner sur une VM, sur votre machine, sur partout en fait, en consommant le moins de ressources possible. La version entreprise, on est sur une version où on va souhaiter, à l'opposé, avoir le maximum de performance et surtout le maximum de sécurité. On va être sur des visions un petit peu différentes et des tunings un peu différents. Une majorité des fonctionnalités complémentaires de la solution entreprise ont été expressément demandées pour permettre un fonctionnement optimum de MariaDB sur un contexte de production, et ce, de façon hautement disponible et sécurisée. Ces demandes ont tout simplement été effectuées par nos clients, en fait, très simplement. En complément, cette version entreprise permet à MariaDB Corporation de livrer des patchs correctifs très rapidement, et ça en cas de nécessité, sans devoir consulter l'intégralité de la communauté pour approuver une correction donnée. En d'autres termes, il s'agit d'un concentré de la robustesse et des performances bien connues de MariaDB, en complément de services et de prérequis indispensables pour la bonne exécution d'applications critiques en production. On peut notamment citer des fonctionnalités supplémentaires qui vont permettre à MariaDB Enterprise Server de proposer des niveaux de service indispensables pour toute application critique, telle que la mise en cluster, l'audit de tout ou partie des requêtes et des transactions, la fédération d'entreprise et les sauvegardes non bloquantes. Quand on parle de la fédération d'entreprise, c'est une fonctionnalité qui va vous permettre, notamment, via MariaDB Enterprise Server, de joindre différentes bases de données. C'est-à-dire que vous allez interroger une table qui virtuellement n'est pas présente sur le serveur MariaDB, mais qui va être présente sur un serveur Oracle, sur un serveur MS SQL ou sur un serveur Postgre, par exemple. Très simplement, vous allez définir une connexion vers ce serveur et ceci va être accessible tout simplement comme une nouvelle table directement au sein du serveur MariaDB. Enfin, pour augmenter encore la qualité de service qui est proposée par MariaDB Enterprise, ces versions subissent des batteries de tests supplémentaires par rapport à la version communautaire.
Une augmentation du niveau de sécurité par défaut, l'ajout de nouveautés issues des besoins de nos clients entreprises. Par exemple, prenons un exemple très simple, la compatibilité Oracle. Notre partenaire, DBS Bank, a souhaité quitter Oracle. Pour quitter Oracle, il était nécessaire et indispensable de minimiser la charge de travail nécessaire au sein des applications pour migrer depuis Oracle vers du MariaDB. Eh bien, tout simplement, qu'est-ce qui s'est passé? DBS Bank a participé, sponsorisé le développement du fonctionnement du PLSQL au sein de MariaDB. Un point qui va faire l'unanimité, c'est que ces implémentations ont d'abord été implémentées dans la version entreprise, bien évidemment, puisque subventionnées par la version entreprise, mais ensuite ont été reversées en intégralité dans la version communautaire sur la version suivante. Donc on voit qu'on est sur une dynamique qui va aussi permettre d'alimenter la version communautaire. Le MariaDB Platform intègre aussi plusieurs moteurs. En l'occurrence, je vais commencer par présenter le moteur InnoDB. C'est le moteur qu'on ne présente plus, c'est le moteur par défaut de MariaDB. Il offre un très bon compromis pour l'utilisation de type transactionnel, très robuste, très performant. Grâce à de nombreuses améliorations, nous intégrons régulièrement des implémentations qui vont permettre l'augmentation des performances de ce moteur. Notamment, des points majeurs qui ont été intégrés dans les dernières versions de MariaDB, c'est l'architecture multithreading. Ça, c'est quelque chose qui est pleinement intégré au sein d'InnoDB et qui va vous permettre de décupler les capacités de ce moteur. Mais aussi, et pas seulement, le stockage de type SSD ou NVMe. Ça, c'est quelque chose qui est pleinement intégré, qui a été pleinement implémenté au sein du moteur InnoDB pour profiter des nouvelles caractéristiques proposées par ces types de stockage. Le stockage de type NVMe est un stockage ultra performant, ultra rapide. Encore faut-il que l'application qui est derrière l'utilise pleinement. Eh bien, c'est le cas du moteur InnoDB. Il a été pleinement tuné pour justement prendre pleinement et bénéficier pleinement de ces nouvelles performances. Il est aussi très polyvalent, puisqu'il va offrir des fonctionnalités très communément utilisées, telles que les clés étrangères, les contraintes d'intégrité, les contraintes de vérification de valeur, le chiffrement, la compression, bref, tout ça est in the box into InnoDB. MariaDB Enterprise vous propose aussi différents moteurs de stockage. Alors, lors de ce webinaire, je ne vais pas prendre le temps de détailler tous les moteurs de stockage proposés et disponibles sur MariaDB. Il en existe certaines quantités. En général, on parle de 7 moteurs de stockage. Là, en l'occurrence, je vais me contenter des principaux moteurs de stockage. Éventuellement, n'hésitez pas à poser des questions. Je pourrai répondre si vous avez des questions sur les différents autres moteurs de stockage. Ça sera avec grand plaisir. Donc, MariaDB offre aussi une solution de type cluster. Clustering synchrone. Plus exactement, c'est le cluster que l'on appelle le cluster Galera. Il offre un très haut niveau de consistance et de persistance des données. C'est-à-dire que vous intégrez une donnée au sein d'un cluster Galera. À partir du moment où la transaction a été committée, vous avez la certitude que quoi qu'il arrive, la donnée sera toujours présente. Ce moteur s'appuie lui aussi sur InnoDB et va donc permettre une intégration très simple dans vos applications et aussi rapide. C'est-à-dire que vous avez un cluster asynchrone, en réplication, avec un primary et des réplicas, ce qu'on appelait communément les masters et les slaves. Eh bien, tout simplement, on va pouvoir migrer cette architecture très rapidement, très simplement vers un cluster Galera. Globalement, pour faire simple, quelques lignes de configuration, quelques lignes de commande, et hop, le cluster est converti en cluster Galera. Cette solution offre notamment, dans la version entreprise par exemple, la possibilité de faire du chiffrement de bout en bout, l'ajout d'un nœud de façon quasi automatique, avec une réplication des données totalement automatique. C'est-à-dire qu'on ajoute un nœud au sein du cluster Galera, le nœud va s'intégrer, se synchroniser avec les autres nœuds, récupérer les données et devenir automatiquement disponible. En s'appuyant sur une réplication de données synchrone, ce moteur requiert une infrastructure performante néanmoins, notamment au niveau du réseau entre les nœuds du cluster. Grâce à tous ces mécanismes automatisés, la solution va être très simple à gérer au quotidien. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, le cluster va s'autogérer et va vous permettre d'avoir le meilleur des performances et de la persistance des données. Très simplement, il s'agit d'une solution qui va vous permettre d'atteindre un taux de disponibilité de l'ordre de 4 à 5,9. Très simplement. Je ne m'étends pas plus en détail sur ce moteur de stockage. Néanmoins, il faut savoir qu'il est présent et qu'il fait partie de la suite MariaDB Platform.
MariaDB Platform, c'est aussi le moteur Column Store. Ce moteur Column Store est particulièrement approprié pour plusieurs besoins. Les besoins d'analytique, de business intelligence et d'archivage. Vous allez me dire, c'est des use cases complètement différents. Effectivement, c'est des use cases complètement différents, mais néanmoins, c'est des use cases qui vont pouvoir s'appuyer sur la même réponse technique. Column Store, c'est tout simplement le fait de stocker les données sous forme de colonnes. Stocker les données sous forme de colonnes, ça veut dire que chaque colonne va correspondre à un fichier. Et donc, on va être sur un stockage de type clé-valeur, tout très simplement. Je vois, il y a déjà des premières questions. Oui, donc une question de Yannick. Merci Yannick d'entamer la discussion. C'est jamais évident d'avoir la première question. Confirmez-vous que MaxScale est gratuit pour un cluster de 3 nœuds? Alors, oui et non. Pourquoi oui? Puisque MaxScale est effectivement fait partie de la communauté. Il va pouvoir être gratuit pour un maximum de 3 nœuds sur des versions qui sont passées sous licence GPL. Alors, ça ne concerne pas la dernière version. Au même titre que MariaDB Enterprise Server, la dernière version est réservée aux clients MariaDB Enterprise. Par contre, de la même façon que ce qui est effectué sur MariaDB Enterprise Server, la précédente version, après, il faut vérifier les détails des différentes versions. Je ne vais pas prendre le temps de détailler version par version ce qu'il en est, mais globalement, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que les anciennes versions vont passer à la communauté, et là, vous allez pouvoir vous en servir sur 3 nœuds ou plus. Par contre, sur la version entreprise, la dernière version, vous allez pouvoir en profiter, mais pas forcément sur 3 nœuds, sur 2 nœuds maximum. Voilà tout. D'accord, merci beaucoup. Alors, mais pas en production. Mais pas en production, voilà. D'accord. Alors, autre question de Christophe. Oui, bonjour Christophe au passage. Je fais un petit coucou privé à Christophe. Si le cluster est chiffré, ce qui vaut mieux d'ailleurs parfois, oui. Quel est l'impact au niveau des performances? Effectivement, il y a un léger impact au niveau des performances quand le cluster est chiffré. Globalement, on établit qu'on est sur un overhead de l'ordre de 10 à 15% en général. Le fait de chiffrer, on est sur un overhead. C'est inévitable puisque chaque transaction, chaque flux va passer par du chiffrement, mais on est sur quelque chose de relativement contenu. D'accord. Et c'est beaucoup, pas beaucoup en fait? Généralement, c'est tout à fait acceptable. Quand on a besoin de chiffrement, 10%, c'est tout à fait acceptable. Tout à fait. Et est-ce que ça peut se jouer aussi selon le type de chiffrement ou de clé que tu utilises, ou c'est global? Alors là, j'ai pas de détails particuliers sur les différents types de chiffrement. Après, c'est généralement ce qui est constaté. On est sur quelque chose qui est relativement avec une très bonne performance en fait. Merci à toi et puis je te laisse continuer. D'accord. Alors donc, j'en étais au moteur Column Store, donc qui est un autre moteur qui est proposé par MariaDB, que ce soit en version communautaire ou en version entreprise, dans les deux cas. Ce moteur Column Store va permettre de traiter massivement et de façon parallèle et distribuée un grand flux de données. C'est ça qu'il faut retenir. D'où le fait qu'on puisse l'utiliser à la fois pour de l'analytique, pour de la BI ou pour de l'archivage. On est sur un moteur qui est ACID, je ne l'ai pas précisé dans le slide, hélas. On est sur un moteur qui est ACID compliant, c'est-à-dire que vous allez pouvoir faire du transactionnel dessus au besoin, mais néanmoins, le use case va être plutôt dédié à de l'analytique. Pourquoi? Tout simplement puisqu'on n'a pas d'index sur ce moteur. Alors, vous allez me dire, c'est génial, on n'a pas d'index, il n'y a pas à les gérer, il n'y a pas à les traiter, il n'y a pas à les mettre à jour, effectivement, d'où le fait qu'on l'utilise pour de l'archivage, en fait, très simplement. Cette solution, il est possible d'augmenter les performances disponibles en ajoutant un nœud, très simplement. On a un cluster 3 nœuds, on veut plus de performance, on rajoute un 4e nœud et hop, les données se distribuent et on augmente les performances en répartissant à la fois les données et à la fois les traitements, très simplement. Ça va aussi permettre de distribuer le stockage. On est sur du distribué, c'est-à-dire que toutes les données vont être découpées pour être réparties sur l'ensemble de l'infrastructure. Et ainsi, on va pouvoir augmenter d'autant les capacités de stockage. Aussi, grâce au stockage en mode clé-valeur, le taux de compression qui va être proposé par Column Store va vous permettre d'atteindre 90%. Oui, j'insiste bien, 90% de taux de compression. Alors c'est généralement constaté, bien évidemment, ça dépend du type de valeur, mais le fait de stocker toujours le même type de valeur au sein d'une même colonne, ça va permettre d'identifier très rapidement des patterns de compression et ainsi compresser très fortement les valeurs qui vont être contenues dans chacune des colonnes. Il est aussi
à ce niveau-là. Il est aussi possible d'utiliser du stockage objet, tel que la solution proposée par Amazon, le S3 Bucket. Ça, c'est tout à fait possible. Alors, c'est possible sur Amazon, sur GCP, mais aussi sur du on-prem. Il faut savoir qu'un grand nombre de providers d'appliances de storage, les SAN, les NAS, vont vous proposer une option pour activer du S3 Storage. Et bien dans ce cas-là, ça va vous permettre d'utiliser, de bénéficier de cette solution à moindre coût pour des stockages très conséquents. Les chiffres généralement constatés sont que globalement, on réduit les coûts de l'ordre de 99% en passant par du stockage de type S3. Donc, pour des gros volumes, ça peut être très intéressant. Alors, ce moteur est lui aussi pleinement intégré à la plateforme, ce qui va ainsi rendre possible des jointures hybrides portant à la fois sur le moteur InnoDB, le Column Store, et tout ceci dans la même transaction. C'est-à-dire qu'on va avoir une table qui va être définie sur un moteur Column Store, une table qui va être définie sur un moteur InnoDB, et on va pouvoir faire au sein de la même transaction une jointure, et au sein de la même requête, attention, c'est même pire que ça, on va pouvoir faire une jointure entre ces deux moteurs, ces deux tables, très simplement. Quand on parle de la plateforme MariaDB, c'est ça. C'est la capacité de bénéficier de plusieurs moteurs de stockage au sein de la même transaction, au sein de la même requête. C'est pour ça qu'on a souhaité vous proposer ce moteur Column Store directement dans cette plateforme. Alors je vois qu'une nouvelle question apparaît, je vais tenter d'y répondre, puisque là ça tombe tout à fait à pic. Est-ce que ce moteur Column Store s'apparente à ce qu'on appelle du vectoriel? Là j'avoue, je n'ai pas forcément la réponse là tout de suite là maintenant. Je vous propose peut-être, si j'ai 5 minutes tout à l'heure, de prendre le temps d'étudier la question et d'y répondre. Éventuellement, n'hésitez pas à me recontacter après coup, je prendrai le temps d'y répondre. Là, à l'instant T, j'ai pas forcément la réponse, et notamment de ce qu'on appelle le vectoriel. Voilà. Voilà, je me permets de continuer. En tout cas, merci pour la question. MariaDB Platform, c'est aussi ce nouveau moteur. Et là, on arrive dans le vif du sujet, le moteur Xpan. C'est un moteur distribué. C'est le dernier moteur qui a été proposé par MariaDB. Alors, c'est le dernier moteur, il est tout nouveau, mais il a déjà bien fait ses preuves, puisqu'il est à la base de la solution cloud proposée par Samsung. Ce qu'on appelle Samsung Cloud est hébergé, s'appuie sur le moteur Xpan, par exemple. Ce moteur offre vraiment une nouvelle réponse en termes de base de données, puisqu'il va s'appuyer, là aussi, comme le moteur Column Store, sur la distribution des données. C'est-à-dire qu'on va bénéficier des capacités de calcul de plusieurs instances. Ce moteur propose bien évidemment une interface SQL standard et va donc s'adapter très facilement à vos applications et à vos différents besoins. Les grands différenciateurs de ce moteur sont la haute disponibilité, pour pas dire la très haute disponibilité, très simplement, les capacités de croissance, c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire du scaling up, scaling down, la consistance des données très forte, c'est vraiment un des grands différenciateurs de ce moteur, puisque d'autres bases de données vont proposer des réponses de type éventuellement consistant pour répondre à des besoins d'expansion en écriture. Je n'aurais pas cité d'autres moteurs de bases de données, de SGBD qui proposent du éventuellement consistant, mais personnellement, j'aime bien que mes données, une fois qu'elles sont intégrées dans la base de données, j'aime bien qu'elles soient présentes et qu'on me garantisse qu'elles soient toujours présentes et qu'elles resteront présentes. Donc ce moteur permet d'exécuter des transactions de façon totalement acide, tout en s'appuyant sur une architecture distribuée. Alors vous allez me dire, c'est magique, vous défiez les lois de la physique. Eh bien non. On va prendre le temps d'étudier ensemble un peu ce qu'il y a un peu sous le capot, comprendre comment on a réussi à vous proposer cette solution. Alors, merci pour la précision sur l'utilisation du vectoriel. Alors effectivement, j'ai peut-être pas assez insisté sur le fait, MariaDB Column Store n'utilise pas d'index. La notion d'index n'existe pas au sein de Column Store. Donc il n'est pas possible de définir ces index. Éventuellement, si vous le souhaitez, il va être possible de distribuer manuellement, volontairement, les données sous les différents Column Store, mais il n'y a pas besoin de gérer les index, tout est pleinement automatique. Pour donner juste un ou deux détails techniques, Column Store s'appuie sur ce qu'on appelle un extent map, c'est une cartographie de la distribution des données, et pas seulement la distribution, mais aussi leur ordre de grandeur. C'est-à-dire que Column Store va garder une image
des valeurs, de la distribution des valeurs. Les valeurs de 10 à 100 vont être plutôt sur tel nœud, les valeurs de 100 à 1000 vont être plutôt sur tel nœud, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est comme ça qu'on arrive à avoir des performances absolument impressionnantes avec Column Store. Pour vous donner un titre d'exemple, MariaDB Column Store est actuellement disponible pour tous en ligne via l'un de nos clients qui s'appelle IHME, et propose un outil de comparaison qui s'appelle GDB Compare. Je vous incite à aller voir. Tapez Google GDB Compare IHME, et vous allez trouver cet outil qui va vous permettre d'analyser des données de santé mondiales. On est sur 30 teraoctets de données quand vous allez sur cette interface, et je vous incite à le tester par vous-même, puisque j'ai beau vous le dire, mais le mieux c'est de le tester par soi-même. On va voir que le requêtage est juste instantané. Vous appliquez un filtre sur ces données, sur les 30 teraoctets de données, la réponse est immédiate, le graphique bouge en conséquence. Essayez-le par vous-même. Alors, je poursuis avec les différents modes de déploiement transactionnel proposés par MariaDB. On va avoir le mode standard, le mode hybride et le distribué. Pardon. Ces différents moteurs vont permettre de fonctionner de façon combinée ou hybride, c'est-à-dire, comme je l'ai évoqué, au sein d'une même transaction, au sein d'une même requête, on va pouvoir solliciter ces différents moteurs de façon simultanée. Et ainsi, on voit qu'on va vraiment pouvoir adapter réellement le fonctionnement de la base à l'application. On va même pouvoir, une commande que j'apprécie beaucoup, qui est juste magique en fait sur MariaDB, c'est le altertable engine égale InnoDB column store. Vous allez pouvoir changer via une seule requête le type de mode de stockage d'une table, directement, très simplement. Alors ces différentes solutions vous permettent de stocker des données simultanément sur plusieurs moteurs différents, automatiquement répliqués. Et là aussi, c'est quelque chose qui est magique, c'est que la plateforme MariaDB, pourquoi on parle de plateforme? Tout simplement puisqu'on va pouvoir répliquer les données depuis un moteur vers un autre moteur, très simplement, et tout ça en quasi temps réel. Alors, juste 30 secondes, je m'excuse de t'interrompre. Je t'en prie. Une question intéressante, et c'est toujours bon de rappeler les fondamentaux. Quelle est la différence entre un cluster et un mode distribué? Alors merci d'avoir posé cette question, puisque c'est vrai que s'il y a une incertitude sur le sujet, ça bloque beaucoup la compréhension. Alors, prenons ce qu'il y a à l'écran. Je ne sais pas si vous voyez ma souris. Oui, c'est bon. Ok, c'est parfait. Donc là, on est sur l'Enterprise Server, on est sur un mode cluster, ce qu'on appelle du transactionnel. On est en stockage ligne par ligne. C'est ce qui va être présent notamment dans un cluster, notamment le cluster Galera ou un cluster InnoDB répliqué. Ce qui se passe dans un cluster de cet ordre, c'est que toutes les données vont être copiées à l'identique sur toutes les machines. C'est-à-dire que si notre base fait 10 teraoctets de données, les 10 teraoctets de données seront présents sur chacun des nœuds. C'est-à-dire que si on a un cluster 3 nœuds, on va avoir la nécessité d'avoir 30 teraoctets de stockage. Alors, ça sera plus que ça, puisqu'il faut toujours garder une petite marge, mais l'idée, c'est à peu près ça. Si vous avez 5 nœuds, il faudra 50 teraoctets pour stocker ces 10 teraoctets de données. Ça, c'est la version clustering. C'est la version transactionnelle clustering InnoDB, le cluster Galera. À l'opposé, ce qu'on appelle distribué, c'est le fait qu'on ait découpé ce jeu de données en plusieurs parties. Si on reprend ce même exemple, une base de données de 10 teraoctets de données, et c'est là où on va voir tout l'avantage proposé par Column Store, notamment pour les besoins d'archivage, c'est qu'on a nos 10 teraoctets de données, on va les mettre sur un cluster Column Store de 3 nœuds par exemple. Et bien dans ces cas-là, ces 10 teras vont être découpés. 3 teraoctets de données sur un nœud, 3 teraoctets de données sur un nœud, et puis 3 à 4 teras de données sur l'autre nœud. Globalement, on va réduire les besoins en termes de stockage. En complément, Column Store, comme j'ai dit tout à l'heure, on a un taux de compression qui peut atteindre 90%. Alors, si vous prenez vos 90% de compression, auquel vous ajoutez ces 3 teraoctets de données par nœud, vous arrivez à des nécessités de stockage de 500 gigaoctets en gardant une marge. Vous mettez 500 gigaoctets de stockage pour chacun des nœuds, et là, vous allez réussir à stocker vos 10 teraoctets de données. C'est ça qu'on appelle le mode distribué. C'est le fait de distribuer les données sur chacun des nœuds. Alors, je vois, il y a une autre question qui arrive. Ça, je vais l'aborder un petit peu plus tard. Il y a quelques slides qui vont aborder, notamment, justement,
le failover, comment on traite le failover. Génial. Merci. Merci beaucoup. Alors, comme on peut le voir ici, ces différentes... Je reprends le fil des slides. Le mode transactionnel va pouvoir être abordé selon différentes façons. On va pouvoir faire du standard, de l'hybride, du distribué, tout ça, on va pouvoir en profiter directement grâce à MariaDB Enterprise Server et la plateforme. Petit exemple de déploiement du mode performance de Xpand. Alors pourquoi ce mode performance? Il est probable que de nouveaux modes de fonctionnement de Xpand apparaissent dans le futur. Là, je vous ai rien dit. Mais néanmoins, pour l'instant, on vous propose ce mode de performance où on va tout simplement interconnecter Maxscale directement avec l'architecture Xpand pour avoir vraiment des performances juste impressionnantes. Les défis d'aujourd'hui, c'est notamment la scalabilité. C'est vraiment le challenge d'aujourd'hui. On a tous nécessité le besoin de faire face à des volumes de données qui augmentent au fur et à mesure de l'augmentation des besoins des applications. Pardon. Plus nos applications grandissent, plus les besoins de ces applications augmentent, plus il va falloir faire face au stockage et à l'utilisation de ces données. Globalement, toutes les bases de données subissent ce qu'on appelle le mur des performances. Nous avons tous déjà aperçu ces types de graphes monitoring qui mettent en évidence l'augmentation de la latence des requêtes suite à une augmentation massive du nombre de requêtes simultanées. Prenez par exemple un site web, un Black Friday, vous passez de 100 utilisateurs permanents en temps normal à 10 000. Tac. Là, on voit que globalement, là, la base de données commence à accuser le coup, en fait. Nous pouvons généralement constater sur ces courbes une première phase où la latence est stable, quel que soit le nombre de requêtes simultanées, puis passé un certain seuil, on constate que les performances ne sont plus tout à fait au rendez-vous. On constate alors un ralentissement des applications, des impacts utilisateurs, qui vont être de plus en plus visibles. Ce qu'on va pouvoir faire, on va pouvoir ajouter des ressources matérielles. On est sur une architecture 32 cœurs, on va pouvoir passer à 62 cœurs par exemple. On ajoute du matériel, on ajoute de la RAM. On va réussir à déplacer ce seuil, c'est-à-dire qu'on est passé à 5000 utilisateurs simultanés, on va doubler le nombre de CPU, on va doubler la taille de la RAM, et hop, c'est bon, on va faire face à 5000 utilisateurs. Mais ce qui est génial, c'est que votre site web continue de grandir. On va passer à 10 000 utilisateurs. Là, qu'est-ce qu'on fait? On va commencer à avoir des problèmes, parce que là, on est à 64 cœurs, on va pouvoir encore augmenter la RAM, mais on va commencer à arriver dans des chiffres, dans des budgets assez conséquents en termes de hardware. En gros, en d'autres termes, on va juste déplacer, repousser ce problème. Les limites vont inévitablement engendrer des impacts utilisateurs de plus en plus prononcés. De façon générale, une fois ce mur des performances atteint, l'expérience utilisateur va se dégrader un peu, de façon inévitable. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va généralement trouver un compromis, un équilibre entre le bon nombre d'utilisateurs simultanés, le temps de réponse à offrir. On va essayer de jouer sur différents curseurs pour trouver la bonne solution, le bon compromis. Bien évidemment, ce type de compromis est généralement incompatible avec les besoins des applications qui vont crescendo. Pour reprendre le cas de notre client, Samsung Cloud, globalement, on est sur quelque chose qui va crescendo. Les besoins ne font qu'augmenter. Dans la pratique, on constate généralement que la base de données va fonctionner correctement pendant un long moment, dans des conditions normales. Puis, dans des conditions normales, je dirais, suite à sa première mise en œuvre. C'est-à-dire qu'on va créer notre cluster, on va peaufiner la configuration de notre cluster, on va s'assurer que tout marche bien, on va faire des tests de charge, on va s'assurer que malgré la montée en charge, on arrive amplement à couvrir les besoins, tout va bien. En effet, un cadre aura été défini lors de la définition du projet avec des objectifs à atteindre en fonction du contexte rencontré. Généralement, un gros travail est accompli en début de projet pour permettre d'affiner ces configurations et d'obtenir ainsi les performances attendues, les bonnes performances. Tout ceci ne tient pas forcément compte des évolutions imposées au jour le jour et par les contraintes que nous subissons au quotidien. La pandémie que nous traversons actuellement est en effet l'exemple parfait. Nous avons tous dû nous réinventer notre façon de travailler, adapter très rapidement nos outils pour rester efficaces et répondre aux attentes croissantes de nos clients. Mais généralement,
Suite à l'augmentation de la charge, on peut constater des effets sur l'efficacité globale de l'infrastructure. Aussi, on constate très fréquemment que l'ajout de nouvelles fonctionnalités dans les applications peut aussi parfois avoir des effets très notables sur les temps de réponse, sur les performances de la solution applicative. Lors du cycle de vie du projet, il est très commun de constater que la réponse rapide trouvée dans ce genre de cas, c'est tout simplement d'ajouter des ressources physiques. On est en mode urgence, on agit en mode pompier sur la production, on va rajouter des CPU, des RAM, très simplement. En considérant tout naturellement que les besoins ont évolué et qu'il est nécessaire d'ajouter ces ressources physiques pour permettre le bon fonctionnement de ces nouvelles fonctionnalités. Pardon. Nous avons tous déjà rencontré ce type de challenge où tout semble indiquer que l'atteinte d'un seuil des performances, mais où nous devons malgré tout trouver des solutions pour dépasser ces limites. On va donc alors généralement commencer par augmenter les performances des machines, comme je l'ai évoqué. On va engendrer des interruptions de service. Effectivement, il faut arrêter la machine pour ajouter des CPU. On va ensuite tenter des opérations qui vont permettre d'ajuster la configuration. On se rend compte que on atteint une limite, mais que les CPU ne sont pas tous utilisés pleinement, ou que la mémoire vive n'est pas utilisée pleinement. Donc on va tenter différentes opérations de configuration, de tuning, pour essayer de bénéficier de toutes les performances disponibles sur la machine, et ainsi prodiguer les meilleures performances à l'application. On va parfois avoir des hésitations, des effets de bord non anticipés. De façon générale, on va chercher à éviter ce genre d'opération, puisqu'on arrive dans un cas où on est un peu instable, et si on n'est pas accompagné pleinement, ça peut être des opérations un peu compliquées. Voilà. Désormais, tout est défini par le web. Les applications mobiles, les smartphones, les smart devices qui vont être connectés, qui vont engendrer une augmentation des besoins et vont nécessiter un service en 24/7. Le downtime n'est pas accepté, n'est pas possible. Ces nouveaux besoins requièrent des réponses très rapides pour délivrer le service attendu, notamment pour la navigation web. Un site web, il n'est pas question de le mettre offline la moitié du temps pour lui permettre une maintenance, pour lui permettre une évolution. Ça, c'est des choses qui ne sont plus désormais possibles actuellement. Mais aussi, tout simplement, comme certains de nos clients, lorsqu'on envoie un SMS, il n'est pas négociable d'attendre 2 heures avant la réception du SMS. Il est nécessaire et indispensable que l'architecture soit efficace et fonctionnelle en permanence. De même, lorsque nous allons faire nos courses, les bons de réduction, qui se trouvent désormais stockés sur nos téléphones, et comme tout le monde a pu le constater, la pandémie a accéléré ce phénomène. Les paiements sans contact, ils sont devenus quasiment obligatoires en fait, et ils sont accessibles depuis différents terminaux. C'est-à-dire que vous allez pouvoir payer depuis votre téléphone, mais depuis votre montre aussi, très simplement. De même, la pandémie, je reprends toujours le même exemple, a permis aussi de découvrir des formules de retrait par drive, qui apportent de nouvelles réponses. Là aussi, il faut une solution qui soit disponible 24/7. Le télétravail a fait exploser le trafic sur Slack, Zoom. Là aussi, nécessité d'une disponibilité irréprochable. En même temps, la domotique, bref, on voit que tous les besoins convergent vers l'augmentation de la charge de travail nécessaire et auquel on doit faire face au quotidien. Toutes ces solutions apportent une plus grande pression sur la base de données et demandent des performances de plus en plus élevées, globalement, très simplement. Les appareils connectés sont aussi de plus en plus nombreux de nos jours. Ils incluent notamment des coachs virtuels pour conserver l'historique de vos sessions d'entraînement et ils consomment eux aussi de plus en plus de données afin de pouvoir les analyser. Les robots font leur apparition dans notre quotidien. Ils vont requérir aussi un traitement des données, un stockage, une analyse des données. Tout ceci va générer des flux de données assez massifs et qui vont être fondamentalement différents de ce qu'on a pu voir dans le passé. Dans le passé, si on reprend 20 ans en arrière, on économisait le moindre octet. Là, actuellement, non, on est dans une démarche inverse avec la création de valeur sur nos données. La création de valeur sur nos données, c'est génial. On va tirer un bénéfice des données qui sont stockées. C'est fantastique, mais ça a un coût. Et globalement, il faut trouver la solution qui va bien. Et tout ceci, finalement, va reposer sur la base de données. C'est la base de données qui va stocker, héberger toutes ces données. Globalement, ce qu'on se rend compte, c'est que les coûts dirigent de nombreux choix actuellement. Une solution simple peut consister à surdimensionner l'infrastructure dans ce genre de cas. On surdimensionne l'infrastructure, et puis on est sûr qu'on va répondre en cas de besoin de charge. Néanmoins, si on prend les cas de Noël, du week-end, des Black Friday, l'infrastructure de base de données est généralement encore insuffisante pour répondre aux besoins. Et on arrive à une situation où il semble impossible de supporter les coûts de ce type d'infrastructure en permanence.
pour permettre de façon spontanée de répondre à quelques milliers, dizaines de milliers, centaines de milliers, voire millions d'utilisateurs simultanés. On se rend bien compte que l'élasticité devient alors un élément critique et aussi la clé de voûte de la rentabilité de la solution globale. Les géants du web, tels que Google, Facebook, Amazon, par exemple, ont été les premiers à faire les frais de ces nouveaux besoins. Globalement, Google, Facebook ont tous tenté de se réinventer. Ils ont créé des bases de données. Ceci dit, au passage, Facebook a créé des bases de données qui, pour certaines d'entre elles, sont déjà présentes dans MariaDB. Des solutions applicatives ont aussi dû être inventées afin de permettre l'augmentation de la charge, accompagnées de solutions de sharding pour la base de données, par exemple. Alors le sharding est effectivement une solution très intéressante qui va permettre de faire ce qu'on appelle la distribution des données. C'est-à-dire qu'on va prendre notre base de données, on va la découper en petits bouts, et puis on va la répartir sur plusieurs machines. C'est génial. En l'occurrence, le sharding, c'est aussi une solution qui va imposer un certain nombre de contraintes à l'application, puisque l'application va devoir prendre en compte ce sharding. Concernant les nouveaux médias ayant recours au streaming, les choix se sont orientés vers des solutions distribuées et de base qui vont s'appuyer sur des caches. Alors les caches, c'est génial, on va s'appuyer sur la mémoire vive notamment pour avoir une réponse très rapide. Ainsi, on va abandonner le SQL, les transactions. Mais, allez me dire, est-ce qu'il y avait d'autres choix à l'époque pour répondre à ces flux, à ces charges absolument impressionnantes? De même que les besoins hautement transactionnels, quand on a attrait au banking, aux télécommunications, on se rend bien compte que c'est des flux qui sont de plus en plus souvent mis à mal ces derniers jours, qui nécessitent vraiment des grosses performances, mais aussi et surtout le caractère acide des transactions. Les choix se sont donc portés sur des appliances dans certains cas, très performantes, c'est clair, mais qui vont permettre de répondre aux besoins de façon croissante, de performance, mais qui vont aussi engendrer de fait des coûts tout aussi conséquents. Voilà. D'où le fait du SQL distribué. Le SQL distribué, c'est la solution que je vous propose de parcourir un peu plus en détail. Je vais essayer d'accélérer un peu, je vois le temps qui passe très très vite. Grâce au SQL distribué, on se rend compte que toutes les solutions employées jusqu'à présent n'étaient alors que d'une certaine façon palliatives en fait. Ces solutions avaient effectivement le mérite d'apporter des réponses, des vraies réponses, mais qui ont imposé dans le même temps des nécessités au niveau applicatif, réécrire le code, pour permettre le bon fonctionnement et la bonne utilisation de ces solutions. Des compromis ont été mis en œuvre, et grâce au moteur de base de données relationnelle, nous profitons actuellement de la consistance forte des données, de lecture non bloquante, du caractère acide, et tout ceci en plus de la scalabilité en lecture et en écriture. C'est ça la réponse proposée par Xpand. Alors, prenons le temps d'expliciter un peu plus en détail les principales fonctionnalités offertes par ce moteur de base de données distribué, l'architecture de type cluster, c'est-à-dire qu'on est sur du shard nothing. Quand on dit du shard nothing, c'est pas rien de le dire en fait. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'un SAN, d'un NAS pour stocker de façon centrale toutes les données. Vous prenez de simples disques durs que vous mettez sur chacun des nœuds du cluster, et cette solution sera d'une part nécessaire, suffisante, mais aussi plus performante que des solutions de type partagé, de type SAN-NAS. Ces SAN-NAS vont proposer des IOPS juste considérables, fantastiques. Mais est-ce que ça va être en termes de coût la solution la plus optimale? Est-ce que, en termes de disponibilité, mine de rien, un SAN, ça reste un SPOF quand même, accessoirement. Faut le prendre en considération. Effectivement, les SAN-NAS, tout est redondé, les attachements, les tiroirs, tout est redondé. Mais ça reste néanmoins, malgré tout, un SPOF. De la même façon, il est possible d'investir dans du matériel propriétaire dédié. Ce moteur va fonctionner sur des serveurs de type x86 64 bits, c'est-à-dire que Xpand va pouvoir utiliser des machines totalement conventionnelles. Pas besoin d'investir dans des appliances à budget considérable. Une des caractéristiques majeures de Xpand, c'est l'élasticité. C'est-à-dire qu'on a la possibilité, comme je l'ai déjà évoqué, d'ajouter, de supprimer des nœuds en fonction de la demande. Autre point majeur, ce cluster intègre nativement un système automatisé d'équilibrage de charge dynamique, c'est-à-dire en live. Et pour faire simple, les données fortement sollicitées vont être réparties sur l'ensemble des nœuds du cluster. C'est là vraiment ce qu'on appelle l'exécution répartie, la distribution des données en fait. Il y a des tâches de gestion automatique qui sont directement intégrées dans Xpand, qui vont permettre de
qui vont se déclencher automatiquement, notamment en cas de forte charge, sur un nœud en particulier, et qui vont permettre de rééquilibrer, redistribuer ces charges de données et ces données, tout simplement. Ces jobs vont aussi se déclencher, et là, ça va me permettre de répondre à une autre question qui a été posée tout à l'heure. Ces jobs automatiques vont permettre de déclencher en cas d'incident aussi. En effet, en cas d'incident, on va perdre une machine, on va perdre une ressource. On va voir, grâce à des petits graphiques tout à l'heure, rapidement, ce qu'il en est. On va pouvoir redistribuer les données pour permettre la très haute disponibilité et éviter l'interruption de service malgré le fait qu'on ait perdu une partie de l'infrastructure ou tout simplement si on a perdu un data center complet. Il n'y a pas d'intervention requise dans ce cas-là avec MariaDB Expand. Ce moteur permet l'exécution de transactions acides, profite du standard SQL, c'est-à-dire que toutes les applications de type MariaDB, MySQL vont tout simplement pouvoir être connectées très rapidement sur ce moteur Expand. Ok, alors, pas mal de petites questions, je pense, qui sont assez pertinentes. Oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a de la redondance? Alors oui, il y a de la redondance. C'est quelque chose que vous pouvez paramétrer, ajuster au besoin. J'ai un slide justement qui va l'évoquer tout à l'heure, qui va le détailler, qui va permettre de bien comprendre comment ça fonctionne. Très bien. Ensuite, la bande passante entre les nœuds, qu'est-ce qui est préconisé? Alors ça, c'est une très, très bonne question, ça, par contre. C'est une très bonne question, c'est un peu une question piège, puisque ça va un peu dépendre des performances que vous souhaitez obtenir. Alors, et puis, ça va aussi dépendre de la technologie pour laquelle on parle. Si on parle de Expand, là, ce que je vous conseille, c'est vraiment de faciliter, de favoriser une bande passante assez conséquente. Je pense que en dessous de 10 gigas, il se passe rien, clairement. Faut oublier la connexion 100 mégabits entre plusieurs nœuds. Ça, J'ai eu le cas d'un client qui, pour un POC, voulait instancier un cluster Expand avec des connexions 100 mégabits. Et là, on s'est heurté à une petite difficulté, c'est que Expand ne veut pas démarrer dans ce cas-là, très simplement. Ça, c'est un petit peu ambition, on va dire. Voilà. 100 mégabits, bon, qu'est-ce qu'on fait avec 100 mégabits désormais? Enfin, même le téléphone va plus vite que ça, quoi. Bref. Ouais, tout à fait. De toute façon, il faut être honnête. Aujourd'hui, quand on est vraiment dans des baies ou dans des clusters vraiment de très haut niveau, on est plutôt dans du 20 ou 40, voire 100 gigabits. Tout à fait, tout à fait. Effectivement, il faut être honnête. Alors, bien évidemment, il faut que le matériel réseau en face, il soit homogène. Bien sûr. On rappellera toujours que si vous voulez faire du 20 ou du 40 gigabits, il faut que tout soit homogène, des cartes, du câble et du switch au réseau. Parce que si vous avez une faiblesse dedans, effectivement, vous fonctionnerez dans le débit le plus bas. Et ça, effectivement, il faut quand même le rappeler. Merci pour ces précisions. Et on fait une autre question d'Ahmed précédemment. Est-ce que le protocole S3 est supporté nativement par Enterprise Server pour le moteur Column Store? Tout à fait, oui. Voilà. Et c'est tout pour les questions, pour l'instant. Alors, je vois, il y a une autre question sur Expand. Je vais me permettre de répondre à la question, même si, en fait, c'est Max qui répondra plus en détail sur cette réponse. Alors, quand on va avoir c'est peut-être un point que j'ai pas forcément précisé et qui n'est pas prévu dans ces slides, c'est que Expand va fonctionner avec un réseau exceptionnel. Il faut vraiment une latence contenue. Il faut être bien conscient que quand on va envoyer, et ça je vais le préciser sur les prochains slides, quand on va envoyer une requête sur un nœud Expand, cette requête va être distribuée sur plusieurs nœuds. Et ainsi, si on envoie une requête via un réseau 100 mégabits, là, on va être sur quelque chose qui va être juste pas fonctionnel et qui va pas délivrer de bonnes performances. Je m'explique. Au sein d'un même cluster, au sein d'un même data center, on va plutôt privilégier des connexions gigabits, 10 gigabits, 100 gigabits. On va surtout faire en sorte aussi d'avoir une latence contenue. C'est-à-dire qu'au-dessus de 5 millisecondes de latence, il ne se passera rien avec Expand. Je schématise, je grossis volontairement le trait, mais c'est à peu près ça en fait. C'est-à-dire qu'au sein du même data center, au sein du même cluster, de la même région, si je puis dire, il va nous falloir des performances réseau absolument au top. Par contre, si on souhaite effectuer et localiser différents clusters Expand sur différents data centers éloignés, et donc là en l'occurrence via des liaisons réseau de l'ordre de 100 mégabits, ce qui va se passer, c'est qu'on va mettre une réplication asynchrone entre ces différents clusters, très simplement. Voilà. Et je vois qu'il y a plusieurs autres questions, et je ne vais pas y répondre tout de suite puisqu'elles vont être présentées dans les prochains slides. Notamment sur la Spider, les zones de disponibilité, voilà.
Et la distribution sur Cloudera Data Center aussi. Merci pour toutes vos questions, ça fait très très plaisir. Alors, donc au niveau des charges de travail, je vais passer assez rapidement, je vois que le temps passe à une vitesse incroyable. Comme nous pouvons le voir ensemble, ce moteur possède des caractéristiques bien particulières qui vont permettre d'affronter de nouveaux types de charges de travail. Les contraintes actuellement imposées par les sites web nous imposent d'utiliser et de fournir de nouvelles réponses. Un seul serveur n'est plus suffisant pour proposer ces réponses. Il va nous falloir ce qu'on appelle du scaling, c'est-à-dire augmenter le nombre de machines pour distribuer les charges de travail. On va voir via des petits schémas ce qu'il en est très rapidement. L'utilisation du SQL distribué va ainsi permettre de multiplier le nombre de requêtes simultanées, c'est-à-dire que quand vous faites face à plusieurs millions de transactions simultanées, plusieurs millions de transactions par seconde, Xpand va vous apporter une réponse à ce type de besoin. Grâce, ceci, à la répartition des données. Les données vont être réparties en plusieurs partitions, ce qui va permettre de stocker ces données sur différentes machines, mais aussi, au besoin, de les stocker en mémoire vive en distribuant ces données sur la mémoire vive de plusieurs machines. Ainsi, l'intégralité d'une partition sur un nœud donné pourra être localisée dans la mémoire vive de ce nœud, et comme on a divisé le jeu de données en plusieurs morceaux, ces différents morceaux vont pouvoir être stockés dans la mémoire vive des autres machines, et ainsi, on va pouvoir profiter ce qu'on appelle in-memory computing, grâce tout simplement à un simple paramétrage de la solution, en répartissant sur plusieurs machines, tout en contenant ainsi les coûts de mémoire. Voilà. De la même façon, l'augmentation du nombre de nœuds d'un cluster sur une architecture de type shard nothing va aussi permettre de multiplier virtuellement tous les axes. Ce qu'on appelle les axes, c'est le nombre de disques durs simultanés. Plus on va avoir de disques durs simultanés, plus on va augmenter les I/O disques et les temps de réponse. Ceci, grâce à la distribution, à l'exécution répartie, on va bénéficier de tous ces avantages et ainsi augmenter la vitesse en écriture, en plus de l'augmentation du nombre de threads, c'est-à-dire qu'on va pouvoir répondre à plus de sollicitations en même temps, simultanées, mais aussi plus rapidement, très simplement. Alors, nous utilisons tous déjà des disques SSD ou même NVMe, pour améliorer les performances, notamment nos ordinateurs portables démarrent de façon instantanée grâce à ces nouveaux disques, et bien là c'est possible d'en bénéficier, d'en profiter pleinement sur vos serveurs grâce à cette solution. Alors j'essaye de passer assez vite. Ce que je vous propose maintenant, c'est, je vois l'heure qui avance très très vite, nous devons passer aux sessions questions-réponses très rapidement. Je vais persister néanmoins quelques minutes sur la présentation en détail de qu'est-ce que le moteur Xpand. Si on prend une base de données classique en réplication, c'est-à-dire qu'on a un primary, ce qu'on appelait un master anciennement, et des slaves en dessous, les réplicas, on va pouvoir envoyer les écritures vers notre primary. Les lectures, elles, vont pouvoir être dirigées dynamiquement, notamment via MaxQL, sur les réplicas, sur les slaves. On voit qu'on va avoir une copie intégrale de toutes les données sur chacun de ces nœuds. On est vraiment sur une distribution très linéaire, très, si je puis dire, basique. C'est pas négatif quand je dis ça. À l'opposé, sur Xpand, la solution, on voit que là, on va vraiment passer sur la 3D. On va passer sur une version matricielle de la distribution des données. Et c'est vraiment ça, c'est vraiment ce qui doit représenter Xpand, c'est l'aspect matriciel. Pourquoi l'aspect matriciel ? Si on regarde un peu plus en détail, qu'est-ce que Xpand ? Xpand, c'est bénéficier de la multiplicité des nœuds, tout ceci avec un seul point d'entrée, bien évidemment. MariaDB propose ce qu'on appelle la plateforme, c'est un seul point d'entrée pour une infrastructure complète. Le déploiement, c'est très simplement ça. Un serveur MaxQL qui va aller interroger différents nœuds Xpand. Tous ces nœuds vont travailler de concert. On va voir un peu plus en détail comment les requêtes se distribuent. Il est possible aussi, d'ailleurs, au passage, d'ajouter plusieurs instances de MaxQL pour multiplier les points d'entrée pour faire face à de très forts volumes de requêtes simultanées. Quand j'évoquais tout à l'heure plusieurs millions de transactions par seconde, il va sans dire que c'est pas un seul serveur MaxQL qui va pouvoir traiter tout ça simultanément. C'est pas un seul nœud Xpand non plus, donc on va avoir plusieurs nœuds Xpand qui vont nous permettre de distribuer les données et de distribuer les requêtes, mais aussi plusieurs MaxQL pour pouvoir multiplier les points d'entrée et pas avoir un seul point d'entrée qui pourrait potentiellement saturer. Il faut savoir que ne serait-ce que d'un point de vue réseau, les contraintes techniques
d'une machine peuvent nous limiter. Il est donc nécessaire de multiplier ces machines en points d'entrée. Les données distribuées. Voyons ce qu'il en est plus en détail. Alors, les tables distribuées sont désormais à la base des données. Alors, je vais trouver mes termes. Les tables distribuées sont au cœur des bases de données distribuées et aussi typiquement à la base du partitionnement des bases de données. Nous commençons par une partition sur un nœud, puis on va évoluer en positionnant une solution répartie sur 3 nœuds, par exemple. La table sera alors répartie sur 3 partitions. Mais dans le cas où vous souhaiteriez stocker un volume de données très conséquent, il est alors possible de commencer avec un nombre de partitions beaucoup plus conséquent. Je vais tenter de reformuler. Avec Xpan, vous pouvez partitionner vos données. Ce partitionnement va être effectué en fonction du nombre de nœuds du cluster Xpan. Par défaut, chacune des partitions va se limiter à 8 gigaoctets. Si vous souhaitez faire face à un très gros volume de données, vous allez pouvoir tout de suite démarrer votre cluster avec une dizaine, voire une vingtaine de nœuds. Et auquel cas, l'intégralité de vos données vont être divisées par 20, puisque ça va être réparti sur ces 20 machines. Aussi, un paramètre à prendre en compte, c'est le nombre de CPU qui vont être présents sur chacun des serveurs. Chacun des CPU va pouvoir prendre en charge un certain nombre de requêtes. L'idée, c'est de prendre ce paramètre-là aussi en compte lorsqu'on va vouloir affronter des très fortes charges de travail. Concernant les partitions du 8 gigaoctets par défaut, ces partitions sont de 8 gigaoctets maximal. Si une partition dépasse 8 gigaoctets, elle va être divisée en deux, très simplement, ce qui va nous faire 2 partitions de 4 gigaoctets, pardon. Ce qu'on voit aussi, c'est que Xpan nous offre la possibilité de choisir la clé de distribution. C'est-à-dire que, par défaut, Xpan, dans certains cas, va choisir un mode arbitraire de distribution des données. Mais si déjà, au niveau de notre application, on a déjà conçu un modèle de distribution, on va pouvoir l'imposer à Xpan et ainsi prédistribuer nos données pour avoir vraiment le maximum de performance. Effectivement, si on prévoit d'avoir un très gros volume de données, le fait de provisionner tout de suite un grand volume de nœuds va nous permettre tout de suite d'éviter le temps nécessaire de distribution, de répartition, de division de ces différentes partitions, et ainsi on va pouvoir faire un chargement bulk, si je puis dire, et de charger toutes les données d'un bloc très rapidement sur l'intégralité du cluster. Alors, prenons un exemple graphique, ça va être plus simple. Dans cet exemple, nous pouvons distinguer la distribution de ces 10 lignes représentées par des points de couleur. On constate que les données de la table 1, considérées dans cet exemple, sont distribuées sur l'intégralité des nœuds du cluster, dans les différentes partitions correspondantes. Là, on voit qu'on a nos 5 nœuds, notre table 1, qui va être divisée en 5 partitions. Partition 1, partition 2, partition 3, partition 4 et partition 5. MariaDB Xpan est très différent des autres systèmes de gestion de bases de données, de type SQL ou NoSQL, puisqu'en complément, il va distribuer les données, mais pas seulement. Il va aussi distribuer les index. Et c'est là une des réponses à pourquoi Xpan est juste magique, en fait. C'est le fait qu'on ait distribué et les données et les index. D'autres solutions de base de données vont proposer de distribuer les données, mais pas les index. Ils vont garder des index locaux, qui vont être présents sur toutes les machines. Bref, on voit tout de suite le schéma se dessiner et voir qu'on est vraiment sur une dynamique complètement différente. Sans les index distribués, toutes les requêtes auraient dû être transmises à tous les nœuds du cluster. C'est-à-dire que si on a 100 nœuds dans notre cluster, que notre requête veut partir à destination de nos 100 nœuds, vous imaginez le temps réseau qui va être nécessaire pour contacter chacune des 100 machines. Bref, on est sur quelque chose où il est nécessaire, et on se rend bien compte que la distribution des index est quelque chose là aussi de nécessaire et indispensable. Sans ceci, nous aurions eu pour effet de limiter fortement les capacités de croissance de cette base de données. Là, ce qu'on voit sur cet exemple, sur cette requête, lorsqu'on va créer une table, on va avoir la possibilité de définir directement la clé de distribution de nos données, en définissant key color. La couleur va donc être notre clé qui va distribuer toutes ces données.
On va voir ça plus en détail via un graphique. Ça va être plus simple. Ça va répondre d'ailleurs à une question qui vient d'être posée. Les index distribués, voici comment ça fonctionne. On voit mieux dans cet exemple la distribution des index sur les différents nœuds du cluster. Bien évidemment, il s'agit d'une vue simplifiée, ça va sans dire. Lors de la création de la table, la valeur couleur a été choisie comme valeur de distribution. Cette valeur de distribution va alors se traduire par une table d'index qui va être distribuée sur tous les nœuds du cluster. On voit cette table d'index ici en bas. Cette même table d'index va alors permettre de fournir un pointeur sur les données et nœuds contenant les données recherchées. Sur l'index couleur, par exemple, contenu sur le nœud 4, on va pouvoir retrouver, localiser les couleurs violettes qui, eux, sont sur les nœuds 3 et 5. On voit un peu mieux comment ça se profile. Avant de poursuivre plus en détail la distribution des données et des index, vous me direz, quid de la haute disponibilité? Et dans le cas de MariaDB-Expand, il n'y a pas de notion de primary réplica. Mais il y a des réplicas des données qui sont stockées dans le cluster. Ça va aussi permettre de répondre à une autre question. En effet, les données et index sont présents sur plusieurs nœuds. Le facteur de réplication va pouvoir être ajusté en fonction de vos besoins. Par défaut, 2 copies de chaque donnée sont présentes sur l'intégralité du cluster. Ce paramètre va pouvoir aussi être ajusté pour chaque table. Pas pour la solution globale, mais pour chaque table, de façon totalement indépendante, pour les données et pour les index. Certaines tables auront un réplica sur tous les nœuds du cluster, alors que certaines tables pourront avoir seulement 2 réplicas sur l'ensemble du cluster. Dès lors, il est tout à fait possible de créer plusieurs copies des données pour garantir leur persistance, mais aussi, il est possible de limiter le nombre de copies de chaque index, car en fait, un index, il peut très simplement être recalculé, en fait. Donc on n'a pas besoin de l'avoir présent sur tous les nœuds du cluster. Malgré la présence de plusieurs réplicas, un seul des réplicas va être utilisé pour augmenter les performances en lecture. Si plusieurs copies avaient été prises en considération, les performances auraient alors été dégradées. Et ça, nous ne voulons pas non plus que tous les nœuds possèdent tous les index, car là aussi, ça aurait été inefficace. Le choix du nombre de réplicas peut s'effectuer au niveau de la base, mais aussi au niveau de la table. Alors, on a la possibilité de le définir volontairement, comme je l'ai montré tout à l'heure, avec le key égale color, mais on peut aussi tout à fait laisser faire Expand, il va le faire automatiquement de lui-même. Le choix du nombre de réplicas au niveau de la base, mais aussi au niveau de la table, on peut choisir le nombre de ces réplicas. De la même façon, un cache distribué est lui aussi implémenté dans cette solution. Il va bien évidemment prendre en compte la fraîcheur des données pour s'assurer, quoi qu'il arrive, les données qui vont être répondues vont être fraîches. Alors voici un peu plus en détail une illustration de la répartition des données. On voit que les données, on va avoir dans les cases blanches la donnée primaire, la donnée qui va être prioritaire, et puis on va avoir une copie de chacune de ces données. La table 1, primary 1, réplica 1, et réplica 2 sont physiquement stockés sur les nœuds 1 et 2 pour permettre une haute disponibilité. On voit qu'on a une copie de cette même table. La même chose pour les index. L'index 1, partition 2, réplica 1 est sur le nœud 2, et le deuxième réplica, lui, se trouve sur le nœud 3, toujours dans l'objectif de permettre la haute disponibilité. La distinction sur les couleurs permet alors de retrouver les données. Les encadrés en blanc mettent en évidence les données actives, qui sont cachées en mémoire. Quant aux encadrés grisés, ils mettent en avant les réplicas, qui eux sont conservés pour assurer une haute disponibilité. Enfin, bien évidemment, et là ça va permettre aussi de répondre à une question qui a été posée tout à l'heure, nous supportons les zones. Imaginons ici le cas d'un cluster 9 nœuds, hébergé sur des instances Amazon EC2 par exemple. 3 instances sur la zone A, 3 instances sur la zone B, 3 instances sur la zone C. La configuration du cluster MariaDB Expand permet de prendre en compte et de prendre en charge ces particularités. Les différentes zones vont être ainsi réparties et répartir les données en conséquence pour s'assurer que malgré la perte d'une zone, on va rester opérationnel et fonctionnel. En d'autres termes, grâce à cette configuration, on s'assure que les réplicas sont stockés dans différentes zones, très simplement. Alors, qu'en est-il des lectures? Voyons ça très en détail. Là, je pense que ça va éclairer pas mal de choses, notamment par rapport aux questions qui ont été posées. Lorsqu'on fait une lecture, qu'est-ce qui se passe exactement? Pour commencer, MaxQL va arbitrairement utiliser un nœud du cluster, au hasard, pour prendre en charge la requête. Ce nœud
là en l'occurrence, le nœud 3 va être en charge de prendre en compte la requête qui a été sélectionnée. Select étoile from table 1 where name égale 100 km/h. Pourquoi pas? Dans cet exemple, nous cherchons la valeur 100 km/h contenue dans la table 1. Afin de localiser la valeur 100 km/h dans la table 1, nous allons effectuer un hashing de la valeur 100 km/h. Et c'est là toute la clé de la solution. On s'appuie sur des hashes qui vont permettre de localiser la valeur 100 km/h. Ce calcul va nous indiquer la partition numéro 2. La partition numéro 2 se trouvant sur le nœud numéro 2, la requête est alors transmise à ce nœud numéro 2 afin qu'elle puisse être exécutée. Le nœud 3 va alors tout simplement transférer la requête à ce nœud numéro 2. Voilà. Les index maintenant. Qu'en est-il des index? On a évoqué les données, maintenant les index. Cette fois-ci, nous recherchons toutes les peintures qui font partie de la famille rouge. Ces données peuvent être distribuées sur plusieurs nœuds. Comme précédemment, la requête est transmise au nœud 3 afin qu'elle soit prise en charge. Le nœud 3 calcule le hash de la couleur rouge et en déduit que l'index se trouve sur le nœud 5. Après lecture de l'index localisé sur la partition 5, on constate que les données recherchées sont présentes sur les nœuds 1 et 2. Le traitement de cette requête est alors transmis sur ces deux nœuds et sera traité en parallèle à la demande du nœud numéro 3, toujours à la source de cette requête. Dans le cas présent, cette requête est alors transmise sur ces deux nœuds. Alors, dans le cas présent, le traitement de cette requête s'appuie sur 3 nœuds, c'est-à-dire le nœud 3, le nœud 2, le nœud 1, et aussi le nœud 5 pour l'index. Mais imaginez cette requête sur 10 nœuds. On comprend bien ici tout l'intérêt de la solution. On va permettre d'augmenter les capacités de traitement ainsi que le volume de données traitées en un temps donné. De la même façon, imaginez une requête traitée de la même façon avec une centaine de machines. C'est-à-dire que la requête va être répartie sur une centaine de machines. Alors maintenant, vous me direz, qu'en est-il des lectures? Eh bien, prenons le cas d'une transaction qui doit faire un update de la ligne verte. La ligne contenant les données à modifier est localisée sur les nœuds 4 et 5. Ces deux nœuds permettent de stocker la donnée verte, ainsi que son réplica. Les updates sont effectués en parallèle sur ces deux instances simultanément. On est toujours dans un mode transactionnel, donc c'est-à-dire qu'on va faire l'opération sur les deux nœuds simultanément et s'assurer que les deux nœuds ont bien pris en compte cette requête. Dans cette même transaction, imaginons qu'un update de la ligne bleu clair soit demandé. Le nœud 3 envoie alors ces deux ordres vers les nœuds 1 et 2, cette fois-ci afin de mettre à jour le primaire et son réplica. C'est-à-dire que les deux données vont être mises à jour en même temps. On est sur un mode hautement transactionnel. Et c'est grâce à ça, on comprend bien maintenant, qu'on va pouvoir permettre l'augmentation en charge en écriture. Désormais, nous pouvons donc effectuer le commit de la transaction. L'action clé est que plusieurs nœuds sont altérés de façon simultanée. Un point important à rappeler ici est qu'il n'y a pas de notion d'éventuellement consistant ici. J'insiste bien là-dessus, c'est vraiment un gros différenciateur. MariaDB Expand offre une solution pleinement consistante. Alors, pour comprendre en détail comment fonctionne MariaDB Expand, voici une explication des principes internes. Tout commence par le commit en 3 phases, permettant une certification acide des transactions, puis une phase d'acceptation, durant laquelle l'algorithme Paxos à haute performance est mis en œuvre, il est utilisé pour permettre la durabilité des transactions. De cette façon, si le coordinateur de transaction échoue, une nouvelle instance peut prendre le relais, immédiatement. Il s'agit de l'élément clé de la phase d'acceptation. L'algorithme va solliciter 3 nœuds du cluster et demander la validation des requêtes sur le quorum pour permettre de persister cette donnée. Si jamais un dysfonctionnement intervient durant la phase d'acceptation, alors 3 autres nœuds sont sollicités pour rejouer cette certification. Il est alors nécessaire de valider la transaction sur un quorum de nœuds du cluster afin de permettre la validation de la transaction et ainsi persister via le commit. Enfin, le verrouillage à 2 phases et la gestion de la concurrence, le MVCC par exemple, multiple version concurrente données, tout ceci est permis et intégré directement dans Expand. J'essaye de passer assez vite. Je vois qu'une question vient d'être posée et ça tombe très bien puisque c'est la réponse qui est proposée dans ce slide avec ce qu'on appelle le rebalancer. C'est un composant critique de toute base de données distribuée et c'est juste
quelque chose qui est exceptionnel sur MariaDB Expand. Tout d'abord, il assure sa fonction première de redistribution des données lorsqu'on déplace un nœud du cluster ou en cas d'incident. En complément, il est aussi capable de choses, si je puis dire, insoupçonnées, c'est-à-dire qu'il va être capable de distribuer, d'équilibrer les charges de travail sur les différents nœuds du cluster. Il va s'appuyer sur un sharding transparent. Alors là, effectivement, c'est quelque chose sur lequel je n'ai pas forcément insisté, mais on est sur un sharding complètement transparent. L'application n'a pas à le prendre en compte. Mais aussi et surtout en surveillant la répartition de la charge sur tous les nœuds du cluster, afin de profiter au maximum de toutes les ressources disponibles. Il est à même de détecter qu'un nœud est en surcharge, et ainsi redistribuer les données pour permettre d'équilibrer dynamiquement les charges de travail sur tous les nœuds du cluster. Mettons en illustration les modes de fonctionnement, notamment grâce à un exemple de défaillance d'une partie de l'infrastructure. Ça va permettre aussi de comprendre quel est le mode de fonctionnement de distribution de ces données automatique de rebalancing des données. Utilisons des couleurs pour distinguer les différents jeux de données. La première partition, le jeu de données actif, se trouve sur le nœud 1, mais un réplica est lui aussi présent sur le nœud 3, et la même chose pour la partition numéro 2. Nous avons donc ici 5 partitions avec 2 copies de chaque donnée. Considérons que les nœuds 1 et 2 deviennent indisponibles ou injoignables. La première opération qui va être effectuée par le rebalancer va être de remettre en ligne les partitions 1 et 2 tout de suite pour permettre le bon fonctionnement des lectures et des écritures. Toutes les requêtes vont continuer de fonctionner puisqu'on a un read réplica qui est disponible et qui est mis à disposition tout de suite. C'est-à-dire l'interruption de service n'existe pas. Ensuite, il va restaurer les copies des partitions 5 et 6 sur les nœuds 3 et 4, ceci afin de conserver la redondance de données, puisque l'idée, c'est aussi d'être prêt à faire face à un nouvel incident. Et enfin, il va restaurer les réplicas des partitions 1 et 2 sur les nœuds 5 et 6 pour assurer la haute disponibilité, comme je l'ai évoqué, de ces mêmes partitions. On voit là ici, une fois que la réconciliation est terminée, nous n'avons plus que 4 nœuds. Mais néanmoins, nous conservons un réplica de chaque partition. Et ainsi, on garde des capacités de haute disponibilité. C'est-à-dire que malgré le fait qu'on ait perdu 2 nœuds, on a encore la possibilité de perdre un nœud. C'est vraiment une solution qui est vraiment redoutable, que j'adore, sincèrement. Voilà. Il est donc possible de conserver la production dans cet état, c'est-à-dire qu'on a subi un dysfonctionnement, on a perdu 2 nœuds, mais malgré tout, on peut travailler sereinement en production avec ce setup, sans risquer et sans craindre un incident qui impacterait le fonctionnement global de la solution. De la même façon, si on rajoute des nœuds, il est possible d'ajouter 2 nœuds rapidement pour augmenter les capacités de traitement. Cas d'un Black Friday, par exemple. La première étape va consister à effectuer une copie de ces partitions 1 et 2 vers les nœuds 5 et 6, puisque l'objectif est de répartir au maximum ces données. Et là, on voit bien le travail effectué par le rebalancer. Une fois cette copie achevée, il est alors possible de supprimer ces partitions des nœuds 1 et 2. Ensuite, il est possible de copier les réplicas 3 et 4 depuis les nœuds 3 et 4 vers les nœuds 5 et 6. Nous revenons alors à l'état initial où nous possédons 10 réplicas de données, de chacune donnée, et une distribution totale du jeu de données sur l'intégralité du nœud du cluster. Ainsi, chaque nœud comporte une copie de lecture des données et un réplica des données d'un autre nœud du cluster. Alors Expand, c'est aussi une solution, c'est une interface graphique qui va vous permettre d'administrer. Et elle est vraiment rigolote, cette interface, puisqu'elle vous permet de voir la taille de l'infrastructure et voir les capacités de cette infrastructure. On voit qu'on a la capacité de superviser le nombre de transactions par seconde. Là, on est sur un exemple assez intéressant où on a quelques nœuds et on voit que chacun des nœuds va traiter simultanément un certain nombre de requêtes. On va pouvoir bien évidemment superviser la mémoire, le CPU, la latence. Tout ceci va pouvoir être monitoré grâce à cette interface. On a beaucoup d'interfaces, d'indicateurs et de graphiques disponibles sur cette interface qui vont vous être proposés. J'essaie d'aller assez vite pour pouvoir vous laisser quelques minutes pour les questions. On va avoir la capacité de comparer différents flux. Alors ça, je ne vais pas forcément avoir le temps de le détailler, mais on va pouvoir comparer différents jeux de données, différents types de charges de travail en fonction des nœuds. C'est vraiment une solution qui est complète et qui est vraiment très sympathique. Alors globalement, la solution MariaDB SkySQL va vous offrir la possibilité de bénéficier de ce moteur Expand.
Alors, je n'ai pas forcément évoqué, j'en ai pas beaucoup parlé, mais toute cette solution est disponible directement dans le cloud, pré-packagé, pré-configuré, via notre solution, notre portail SkySQL. Et ce SkySQL va vous permettre de répondre à la fois sur du moteur Column Store, du moteur InnoDB et du moteur Expand, tout ceci de façon toute prête, et s'adapter ainsi à vos charges de travail. Et sans plus de commentaires, vous avez la possibilité de le tester gratuitement. On vous offre un trial de 45 jours qui va vous permettre de façon illimitée, en termes de nœuds et de cœurs, de tester cette solution par vous-même. Comme je dis souvent, le tester, c'est l'adopter, que ce soit pour MariaDB, que ce soit pour MaxScale, que ce soit pour Expand. Je pense qu'il faut vraiment prendre le temps de le tester parce que je ne peux pas faire meilleure preuve que vous laisser le tester par vous-même et découvrir toutes ses capacités, toutes ses performances. Et puis, il est venu le temps de répondre à toutes vos questions. Si jamais j'avais pas le temps de répondre à toutes vos questions, n'hésitez pas à me solliciter. Il y a mon adresse mail qui est présente, seb@mariadb.com. N'hésitez pas à me solliciter. Je suis là pour répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup. Alors, on avait une question d'Alexandre. Alors ça, je ne sais pas si tu pourras y répondre. Comment Expand se compare à CockroachDB? Alors là, je vais être un peu embêté, puisque effectivement, je vais pas avoir de graphe, je vais pas avoir de réponse officielle, je vais pouvoir vous fournir des réponses officieuses, ceci dit. MariaDB se positionne un petit peu au-dessus de CockroachDB, c'est-à-dire qu'on va avoir des capacités en performance supérieures. De mémoire, sur les derniers graphes, on est de l'ordre de 20% à peu près. J'attends encore des confirmations officielles. Il y a des publications officielles qui vont arriver dans les prochains jours, semaines, qui vont justement permettre de le comparer, mais la tendance, c'est à peu près ça. J'espère que ça répond à la question. D'accord. Christophe se pose une autre question. Expand modifie la façon de programmer d'une équipe, site marchand, CMS, etc., ou c'est transparent? Alors, de façon générale, non. C'est-à-dire qu'on ne va pas modifier l'application pour se connecter à Expand. Néanmoins, si on veut avoir un tuning au top du top, comme on a pu le voir, on va pouvoir choisir les clés de distribution, par exemple. C'est quelque chose qui va permettre d'emblée de jeu, dès qu'on met en route le système, d'augmenter les performances. On va pouvoir laisser le système se débrouiller tout seul. Ça, c'est quelque chose de possible. Il va s'adapter en conséquence et ainsi pouvoir fonctionner grâce à ce système-là. Expand a aussi quelques limitations internes, donc il faut étudier un peu au cas par cas, mais de façon générale, on est sur une solution qui est pleinement compatible MariaDB MySQL. Donc faut garder à l'esprit que si ça fonctionnait sur de MariaDB, il y a très forte chance qu'on déconnecte de MariaDB, on connecte sur Expand et ça fonctionne. Impeccable. Très très bien. Alors tu parlais d'Amazon S3, alors c'est une question un petit peu naïve sans doute, mais est-ce qu'on peut utiliser du glaciaire? Il n'y a pas de mauvaise question déjà. Et à la limite, je vais peut-être répondre à cette question par une à cette question par une autre question. Qu'est-ce que le glaciaire? En fait, c'est un service Amazon. Alors c'est pour le stockage vraiment très froid de données. D'accord. Là, je pense pas. On est sur une solution qui a été optimisée pour du S3 stockage, du S3 storage. On va, malgré les capacités réduites en termes de temps de réponse du moteur S3 storage, être capable de fournir des réponses ultra rapides. C'est-à-dire que ce qui est assez impressionnant avec notamment le moteur Column Store, c'est qu'on va être capable de répondre de façon instantanée sur certaines requêtes qui vont porter sur des jeux de données de plusieurs téraoctets de données. C'est ce que j'ai essayé de présenter tout à l'heure, c'est le fait que Column Store va s'appuyer sur ce qu'on appelle des extent maps, c'est-à-dire qu'il va garder en mémoire vive, un plan, une cartographie de là où sont distribuées ces données. Et ainsi, si certaines données ne sont pas présentes en base, il va être capable de répondre directement à une requête sans faire un seul opération sur le disque dur, en fait, très simplement. Très très bien. Il nous reste encore 2-3 minutes et puis après il sera temps de clore cette très très bonne session. Je pense que ça nous a appris quand même pas mal de petites choses. Alors comme effectivement je vous le disais au début, la suite de ce meet-up, enfin de ce webinaire, pardon, donc c'est le 30 juin à 18h30. Et il sera donné par un des cofondateurs quand même de MariaDB. Donc je pense que ça va être d'un bon niveau, on va dire encore une fois. Et vous retrouvez dans le chat le lien
l'inscription vers ce webinaire numéro 2, donc 30 juin, 18h30. On a le temps encore pour une ou deux questions, et après, on clôt cette présentation. Voilà, donc si vous avez une ou deux questions, vous n'hésitez pas. On vous laisse encore 1 ou 2 minutes, et après, on vous laisse déjeuner tranquille. Alors, il y a une question auquel j'ai pas forcément répondu. Alors déjà, merci beaucoup pour toutes vos questions, ça fait vraiment chaud au cœur. C'est vrai que c'est une solution qui est juste géniale, en fait. Une requête interroge tous les index. Non, en fait, non. Une requête ne va pas interroger tous les index, puisqu'on va créer, on va aller calculer un hash de la valeur qu'on souhaite rechercher. Et ainsi, on va pouvoir retrouver directement quel nœud va stocker l'index, ce qui va nous permettre d'accéder à cet index, puis ensuite, par rebond, grâce à l'index, on va pouvoir aller accéder à la donnée. Mais il n'y a pas besoin d'interroger tous les index, non. Sinon, on aurait eu l'avantage de copier l'intégralité des index sur tous les nœuds. Là, en l'occurrence, c'est pas le cas. On va vraiment procéder par étapes. On voit qu'on est sur un système, faut bien comprendre qu'on est sur un système qui va fonctionner à partir d'un certain nombre de nœuds et à partir d'une certaine charge. On est vraiment sur du massivement parallèle, et sur du massivement parallèle, on va garder des capacités mais juste impressionnantes. Quand je parle de millions de transactions par seconde, ça a été prouvé lors de notre événement à New York il y a quelques années, désormais maintenant, puisque le Covid oblige, on n'a pas pu faire notre événement à New York cette année à nouveau, mais on a fait une simulation à New York sur ce moteur qui permet justement d'effectuer plusieurs millions de transactions par seconde. C'est vraiment très impressionnant. Ok. Merci beaucoup. Ce sera le mot de la fin. En tout cas, un grand merci à toi, un grand merci à celles et ceux qui nous ont suivis. Et donc, le replay sera disponible dans quelques jours. Donc, si vous avez loupé des petits détails, ce sera l'occasion de vous rattraper. Donc, le replay sera disponible sur la chaîne YouTube du magazine Programmé. Merci à tout le monde, très très bonne journée, et nous vous rappelons encore une fois la prochaine session, donc le 30 juin, détail dans le chat, et on vous enverra tout ça dans quelques jours, 30 juin, 18h30. Merci en tout cas à tout le monde, et excellente journée.